Coucou les gros bidous, bienvenue de retour dans la série du tarot carte par carte. Série en cours depuis presque 5 ans, dans laquelle je décrypte avec vous chacune des cartes des tarots, spécifiquement les arcanes mineures. Même si vous consultez la playlist, vous verrez qu'il y a d'autres cartes qui sont aussi entrées dans l'exercice. Et on termine la dernière des suites pour laquelle je me livre à cet exercice, c'est la suite des coupes et on en est au 5 de coupe. Cette série, c'est un mélange de décryptage, d'analyse, d'interprétation en référence aux interprétations plutôt classiques et conventionnelles de la carte, mais aussi avec une approche plutôt de déconstruction, d'élargissement de la perception de la carte. Et puis à chaque fois, je vous montre aussi à base d'exemples personnels comment je comprends cette carte, comment je la réapproprie aussi, c'est-à-dire comment parfois je m'éloigne des interprétations les plus classiques pour aller vers d'autres territoires en fonction de ce que j'ai vécu et de comment elle m'a accompagnée dans certains moments. Et je vous livre ça avec l'idée que vous allez pouvoir vous emparer de ces analyses et peut-être voir comment ça peut teinter vos interprétations. Ça va vous inviter à vous lancer aussi dans votre propre cheminement avec cette carte au-delà des mots-clés les plus classiques. J'ai sorti mon mug Bisounours Vintage qui est tout à fait approprié pour parler de cette carte. D'ailleurs, je constate du coup qu'il y a 5 cœurs. Donc la suite des cœurs ou des coupes, c'est la même chose. Ah, cette tasse, elle a un côté un peu mélancolique. Je ne sais pas si pour le coup c'est un mot-clé que j'associerai à cette carte-ci. Il y a peut-être plus de mélancolie dans le 4 de coupe et dans le 6 de coupe. Mais ceci dit, ça nous montre bien quand même les liens qu'il peut y avoir entre ces cartes qui, en termes astrologiques, encore une fois, je redis à chaque fois, c'est pas obligé d'intégrer l'astrologie dans vos interprétations du tarot. Moi, parfois ça m'aide, parfois ça donne un petit regard supplémentaire et donc je l'intègre dans cette série depuis quelques années. Donc elles sont toutes les trois associées au Scorpion. Et du coup, il peut y avoir cette teinte un peu intense parfois dans comment on va expérimenter nos émotions, ce qu'on ressent, mais on y reviendra. En tout cas, pour moi, si je devais dire juste quelques mots-clés pour cette carte, je dirais chagrin, tristesse. Juste ça. Parfois, on parle de deuil ou de perte, et je pense que c'est intéressant de les ramener dans l'analyse, aussi de comprendre quelles peuvent être parfois les limites de ces termes, parce qu'ils viennent avec une espèce de bagage, dans le cas du deuil, très psychologique, très psychologisant, avec ce qu'on va préconiser pour avoir un deuil le plus lisse, le plus normalisant finalement, les 5 étapes ou les 6 étapes, je ne sais plus où on en est, du deuil, qui nous mène après à, ok, maintenant on est fonctionnel, on peut reprendre notre place normale dans la société, hein, on continue à être productif, la psychologie en tant que discipline universitaire est aussi associée. Le passage d'une étape au niveau du capitalisme va participer à l'introduction du néolibéralisme et donc aussi à une individualisation et une normalisation de ce qu'il faut être quand on traverse de la tristesse ou un deuil et comment on est censé tourner la page pour revenir. Et ce qui va pathologiser, le revers de ce discours, c'est de pathologiser ce qui n'est pas dans cette norme-là. Ah, si tu n'as pas fait ton deuil avec colère, acceptation, blablabla, alors tu as forcément échoué. Ben, en fait, face à la mort, par exemple, c'est pas forcément une carte qui parle de la mort, mais comme elle parle de tristesse, de chagrin, aussi de deuil ou de perte, c'est des choses qu'on rencontre aussi face à la mort d'un proche. Ben en fait, il y a plein d'autres manières de concevoir la mort que la façon dont on la conçoit dans nos sociétés occidentales, néolibérales, etc. Mais on y reviendra probablement. En tout cas, dans cette carte ici, on a la version du Rider-Waite-Smith, il y a énormément de tristesse. Ce que je peux dire si je la décris, si j'observe vraiment ce que je vois dessus, on a une personne qui porte une cape, et ça fait penser au fait d'être pèlerin, de s'éloigner, d'être sur un cheminement avec notre tristesse, avec notre chagrin. Et un cheminement que je dirais quand même souvent est de pouvoir l'accepter, de pouvoir lui faire de la place, parce que c'est, en fait, la tristesse, c'est une de ces émotions qui est parfois super difficile à identifier déjà. Et lui faire de la place parce qu'elle a cette capacité. Je remarque sur certaines des cartes que j'ai mis de côté ici avec le Rosebud et avec le Fist Spirit, on pourra reparler du fait que les inondations nous font penser aussi à plein de choses d'actualité en période de réchauffement et d'effondrement climatique. Mais l'inondation, c'est aussi ce moment où on est complètement submergé par ce qu'on ressent. Si on le prend au niveau plutôt psychologisant de la métaphore de ce que peut être une inondation, ce moment où
si on fait de la place pour cette émotion qu'est la tristesse, ou si on fait de la place pour ce chagrin qu'on ressent, le risque est qu'on n'ait plus vraiment de place pour autre chose, que ça nous emporte. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça qui peut être assez difficile, et on voit dans la volonté qu'a cette personne ici de s'isoler, de partir avec ce chagrin, qui a des conséquences à faire de la place pour ce chagrin. Maintenant, on voit aussi qu'on est peut-être dans un moment où il y a une forme de canalisation de cette tristesse, parce qu'on est sur un cours d'eau, qui n'est pas très... qui pour cette carte-ci, hein, le Rider-Waite-Smith, la carte qui sert de référence pour beaucoup des tarots contemporains, c'est pas sur le point de déborder, il passe bien tranquille en dessous du pont, et il s'en va vers la mer. Alors ça, on reviendra probablement plus tard là-dessus. Le ciel est on ne peut plus gris, tout est morose, on a l'impression que la terre entière est teintée par notre chagrin. Ça, on peut dire. Donc sur cette notion de pèlerinage, de partir, de s'éloigner, on a aussi pas la ville, mais un bâtiment qui apparaît au loin. Vu d'ici, franchement, ce bâtiment pourrait être en ruine. C'est aussi ce moment où on a l'impression que tout reflète effectivement notre côté malheureux. Il y a un petit côté gothique en fait dans cette carte, je vois ça, un côté roman gothique, fin du 18e, 19e siècle, un côté même peut-être un peu victorien du chagrin, parce que ça a été c'est un jeu qui a été créé au Royaume-Uni, juste après la mort de la reine Victoria, si je ne me trompe pas au niveau des dates, autour de 1909. Et donc on a quand même là, au niveau occidental, et dans un empire, hein, avec le Royaume-Uni, on a une création d'un concept de ce qu'était la réaction logique face au deuil, hein, Victoria et la mort d'Albert, et une imposition d'un rapport au deuil, notamment avec la couleur noire, le fait de devoir porter le deuil, le manifester outrageusement. C'est la période des bijoux de deuil, etc. Peut-être intéressant pour le contexte de création de cette carte, peu de temps après la mort de la reine Victoria, qui a quand même changé, imposé avec toutes les normes victoriennes, un rapport dans le monde occidental de comment on était censé concevoir la mort. Pour le coup, elle, les 5 étapes du deuil, elle en avait rien à foutre. C'était genre, Albert est mort, la vie est terminée, et le monde doit s'arrêter de tourner pour pleurer ce bel Albert. Quel drama queen victorien. Pour le coup, rien à voir du coup avec cette période victorienne, mais quelque chose qu'on dit souvent, que j'aime pas du tout avec cette carte, c'est regardez cette personne qui s'apitoie sur son sort, qui ne voit que ce qui va pas, qui pleure, ses coupes retournées sur le sol, offre le dos tourné vers la rivière, alors qu'en fait, il y a ici 2 coupes qui sont droites, qui sont prêtes à recevoir plein d'émotions et tout, et cette personne n'a qu'à tourner le dos à ces coupes qui se vident, et prendre les autres et aller les remplir ailleurs. Allez hop, c'est le moment de passer à autre chose. Ça peut être assez intéressant comme perspective. C'est sûr qu'il y a des moments où on a le nez dans notre chagrin et on a vraiment du mal à voir d'autres choses. Surtout quand il y a une teinte de dépression dans ce chagrin, par exemple, ça peut nous rendre assez imperméables à ce que ressentent les autres personnes. Ça peut être quelque chose qui, à un moment, par facilité, on connaît tellement bien ça, on voit plus autre chose. Ah, mon chat veut venir participer à la vidéo. Très bon grattage de papier exprès pour que je sache plus ce que j'étais en train de dire. Il se passe des trucs dehors, j'en suis sûre. Poil de chat. T'as des toiles d'araignée, qu'est-ce que tu fais dans la cave? Mais t'es rempli de toiles d'araignée, mes mères. Bon, je sais plus concrètement ce que je disais, mais on a compris le côté pop, 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 associé aux 5 de coupe, et parfois aussi aux 4 de coupe, mais si vous vous souvenez, je pense que ce que j'en disais, je sais pas, j'ai peut-être évolué en quelques mois, dans la vidéo du 4 de coupe, je comprends un petit peu mieux, parce qu'il y a un côté d'insatisfaction, d'apathie, de pas vouloir, d'être dans le retrait, mais à un moment de pas savoir comment sortir de son isolement avec le 4 de coupe. Et dans ce cas-là, le côté, oui mais regarde la coupe providentielle qui tombe du ciel, ça nous rappelle aussi, bon là tu es vraiment un peu dans le fait de nourrir cet isolement, le fait de pas voir ce qui va bien, etc. Je trouve que c'est moins adéquat dans le 5 de coupe, c'est juste pas cool en fait. Je trouve qu'on a déjà tous tendance, peut-être à cause du climat sociétal, je sais pas, à se dissocier de notre tristesse, à pas savoir qu'en faire. Et donc, d'arriver en mode pop, 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 mais il y a 2 coupes pleines. Pourquoi tu regardes tes coupes qui se vident, espèce de cruche? Ça participe vraiment d'un truc qui participe à ce que collectivement, on sache pas quoi faire de la tristesse. Et
Et c'est tellement important, je pense notamment pour l'instant, un truc qui est hyper essentiel que je vois beaucoup en ligne, peut-être moins dans les collectifs de visu, mais c'est on tient d'éveiller par rapport à ce qui se passe au génocide, par rapport au génocide à Gaza. Parce que c'est terriblement triste, parce que c'est important aussi d'avoir de la place dans ce cas-ci pour le deuil, pour rendre hommage aux personnes qui meurent là, et par rapport au fait qu'on peut se sentir désemparé, et que juste être dans l'action par rapport à ce génocide, sans vraiment prendre le temps d'aussi mesurer l'ampleur de ce que ça nous fait, d'en être témoin. Enfin, je pense que je voulais dire, c'était vraiment aussi important de pouvoir collectivement prendre en compte notre tristesse, et notre rage, et le besoin que ça change, etc. Mais aussi d'avoir des temps de tristesse et de pouvoir collectivement la maintenir et lui faire de la place. C'est quelque chose qui a une capacité de nous rendre plus capables de se soutenir mutuellement et de soutenir encore au-delà, quoi. Dans le cas de Gaza a quasiment coupé du monde. Je me rends compte que Sawin m'avait laissé des toiles d'araignée sur la tronche. C'était sympa, Sawin. Ce que cet exemple nous montre, c'est à quel point c'est important d'être auprès de ces 3 coupes renversées pour pouvoir après s'investir dans d'autres choses, faire quelque chose de notre tristesse et éventuellement la transformer en quelque chose qui permet du changement. Mais c'est pas dire il faut passer à autre chose, hop, 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 c'est pour pouvoir s'occuper de remplir ces 2 coupes-là. Il faut aussi un moment de deuil ou un moment pour pleurer la perte de ce qui était dans ces couples-là. Qu'est-ce que ça peut être? Du coup, ça peut être plein de choses. Il y a quelque chose par rapport à la mort, mais ça peut aussi être... il y a plein de choses qu'on perd et qui sont à pleurer. Notre autonomie, nos rêves, une vision qu'on avait de ce qu'on pourrait être, un projet dans lequel on a essayé de s'impliquer puis ça n'a pas fonctionné, une maison, un lieu. C'était assez intéressant, j'ai constaté ça récemment parce qu'on parle souvent de la perte de nos proches ou d'être. Je constatais avec une amie qu'en fait, c'était pas souvent considéré comme quelque chose de très légitime de pleurer des endroits avec lesquels on n'allait plus pouvoir avoir la relation rapprochée qu'on avait précédemment. Pour moi, je suis quelqu'un qui est vraiment très attaché au territoire et à certains lieux et en fait, c'est aussi des choses qui me demandent de pouvoir faire de l'espace pour cette tristesse-là. Ça peut être comment on a vécu une relation. Par exemple, la phase de passion se termine, je sais pas, encore un côté un peu psychologisant, mais, ou bien dans cette relation, on n'a plus la même complicité, ou il n'y a plus de sexe dans cette relation. Et on a le droit aussi de pleurer, la complicité, le cul, ce genre de choses, et sans forcément dire je tourne la page à cette relation, mais si jamais on n'a pas l'espace dans cette relation pour dire en fait il y a certaines choses qui sont plus là, on ne peut pas après décider est-ce que je reste dans cette relation ou pas? Est-ce qu'elle me satisfait malgré tout? C'est aussi ça, à dire, ok, genre, ah, il n'y a plus de cul dans cette relation. C'est quand même triste. Mais est-ce que je reste quand même aussi pour ces autres couples, ces autres choses qui me rapportent énormément, qui nous font du bien et qui sont épanouissantes, etc. dans ma relation, même s'il n'y a plus ça. Mais ça peut aussi être... là, je parle d'une relation qui implique du sexe, mais c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, en parlant de ça, toujours le problème quand on parle du tarot, c'est de vouloir dire il y a un schéma universel. Et parfois, on prend des exemples généralisants et on se rend pas compte qu'en fait, ça concerne pas tout le monde. Bref, j'ai entendu souvent Lindsay Mack dire, donc une des enseignantes du tarot que j'aime beaucoup suivre. Son message était il faut pas associer le 5 de coupe aux larmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pleurer, qui n'y arrivent pas, pour qui la tristesse se passe sans les larmes. Ok, d'accord. Bon, donc, moi, évidemment, je pleure beaucoup et donc c'est une métaphore qui me parle beaucoup. Mais je trouve ça quand même vraiment intéressant de ramener la métaphore des larmes, que ce soit au sens propre ou pas. Parce qu'en fait, les larmes, c'est l'eau. Donc c'est l'élément d'eau. Et il y a quelque chose. Et on est dans l'élément d'eau, évidemment, avec les coupes, la base, ce que j'aurais pu dire depuis le début, le 5, la crise, le conflit, voire le chaos, les frictions, etc. Le milieu de la suite, tous les 5 qui nous parlent de situations qui ne sont pas forcément faciles à gérer et qui vont changer la donne pour comment on se comporte aussi par rapport à cet élément. Et les coupes, c'est l'élément d'eau. C'est ce qu'on ressent, c'est l'intuition, c'est les émotions. Ça peut aussi être la spiritualité, tout ce qui nous relie à ce qui est plus grand que nous, qu'on va d'autant plus voir quand on va avancer dans la suite de coupe avec les cartes associées au signe astrologique du poisson. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant ici. Je vous sors la carte dans le Gentle Tarot, où derrière on a
des aurores boréales et il semblerait qu'elles se reflètent dans une étendue d'eau. En fait, le fait de penser la tristesse en termes de larmes, même s'il n'y a pas vraiment des larmes dans comment on expérimente la tristesse, c'est intéressant parce qu'on est là face à un corps d'eau, comme on dit en anglais, body of water. Et l'eau, c'est un système fermé, c'est un système qui continue sur la Terre, qui se nourrit toujours, rien ne se perd, rien ne se crée, un truc un peu du style. Au stade où les explications vont pas être intéressantes. Et on est là, on a l'impression qu'on fait partie du bassin versant, de toutes ces sources, ces larmes, cette eau qui vient dans la rivière, et puis qui ira au fleuve, et puis qui ira à l'océan. Et pouvoir se donner à cette tristesse, mais aussi à ce côté fluide des flots de l'eau qui s'en vont vers l'océan. On a aussi quelque chose qui permet d'alchimiser, probablement qu'on dit en français, je ne sais pas pourquoi mon cerveau parle dans tous les sens au niveau linguistique, mais d'avoir une réaction alchimique par rapport à notre tristesse, et qu'à un moment il ne nous appartient plus qu'à nous, et à la fois on est tenu dans cette tristesse, hein, c'est comme ce réflexe d'aller face à la mer quand on est très triste, et d'avoir cette impression de pouvoir lâcher. Et on voit les marées, on voit l'eau qui va, qui vient, et on voit les vagues qui viennent, et on sait qu'en fait, cette tristesse, elle est là, qu'elle est légitime, qu'elle a sa place, mais qu'elle a aussi sa place dans un système plus grand. Et c'est quelque chose qui peut faire énormément de bien. Et à chaque fois que je vois cette carte, dans des représentations assez traditionnelles comme ça, près d'un cours d'eau, je pense à ça, je pense à quel point ça fait du bien d'aller près d'un cours d'eau pour observer ça, dans le sens en particulier de l'amont vers l'aval. Souvent, moi, personnellement, je fais des pèlerinages comme ça aussi, avec cette carte comme déclencheur, comme invitation, mais parfois aussi juste comme ça, et c'est rare que j'aille pleurer près d'un cours d'eau, mais en même temps, c'est aussi pour honorer l'importance de la tristesse et l'importance probablement des multiples deuils qu'on a dans notre vie. Et je trouve assez intéressant, la rivière près de laquelle je vis encore, même si j'ai déménagé, je reste près de la même rivière que l'année précédente. Je trouve ça toujours intéressant de voir le nombre de petits sanctuaires à souvent différents visages de la Vierge Marie, de Notre-Dame, qui sont tout au long de cette rivière, peut-être depuis des temps immémoriaux, et du coup avant toute source écrite ou construction de chapelles en pierre, et du coup il pourrait y avoir eu des pèlerinages plus anciens associés à des types de déesses mères ou autres. On n'en sait rien, mais mon imagination et mon ressenti par rapport à ces lieux est quand même assez fort sur quelque chose qui serait pré-chrétien. Enfin, la parenthèse, pas forcément pour tous, mais je trouve ça intéressant qu'elle soit positionnée à ces endroits autour de la rivière. Ok, c'est intéressant parce que la rivière, c'est un moyen de se déplacer, c'est une frontière naturelle. On a souvent dit, même si c'était un peu faux, mais que la Dendre marquait le début de la forêt charbonnière, qui était considérée comme une grosse frontière au niveau de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge. Après, il n'y avait en fait pas forcément un gros massif qui serait la forêt charbonnière, mais il y avait la Dendre, il y avait d'autres rivières plus à l'est, et il y avait quand même des massifs forestiers assez importants qui peuvent justifier qu'effectivement, que ce soit parce que c'était tellement serré ou pas, il y a eu quand même là une frontière par rapport au peuple germanique et au peuple gaulois ou gallo-romain. Je sais pas du tout pourquoi je disais ça, je suis trop fascinée par le truc. Et du coup, je pars dans des anecdotes, c'est vrai que j'aurais certainement coupé au montage d'ailleurs. Mais donc, on a beaucoup autour de cette rivière des vierges qui sont représentées quand on a les statues plus anciennes comme des Cedes Sapientae. Donc, comme des vierges assises qui sont le trône de la sagesse, qui serait le petit Jésus qu'elle porte. Et je pense que la sagesse de cette vierge en partie, c'est de savoir qu'elle porte l'enfant qui doit mourir, qui va mourir, qui se sacrifie. Dans ce moment d'intimité, de soin entre la mère et l'enfant, on a aussi déjà de façon inhérente un chagrin et la certitude que la séparation et que la fin de certains cycles fait partie des cycles de la vie. Cette déesse qui pourrait être associée à une déesse mère, donneuse de vie, etc., elle pleure déjà la mort de son ou de ses enfants. Ce qui peut nous faire référence à d'autres déités qu'on a associées à des déesses mères comme Déméter. Donc Déméter, Perséphone, Cérès, Proserpine, c'est aussi des mythes que je vais souvent associer à cette carte-là.
On peut avoir aussi la déesse Frigg et son fils Balder. Peut-être pendant certains siècles, on a plus eu une présence des mythes germaniques dans ces lieux aussi. Quand je vais dans ces sanctuaires, j'ai toujours à l'esprit ce genre de facettes de certaines déités qui, peut-être à certains moments, par syncrétisme ou par autre type de rencontre, se sont croisées. Ça me donne toujours envie, cette carte, de mobiliser ça. C'est la nécessité, l'inévitabilité de la mort, que ce soit au sens propre ou au sens symbolique, dans les cycles de la vie. Et que des déesses qui sont donneuses de vie et qui sont nourricières sont souvent aussi des déesses de la mort. Des petites parenthèses en ce moment où j'ai passé à côté de pas mal de chapelles liées à Notre-Dame ou à Saint-Joseph de la bonne mort, et j'ai trouvé ça assez fascinant. Mais à mon avis, c'est un truc chrétien beaucoup plus récent, plutôt du bas Moyen-Âge. D'ailleurs, à propos des esprits de la Dendre et de l'esprit de la Dendre, des esprits de la Dendre, des déesses ou des Notre-Dame et du deuil, je vais intégrer aussi une image du 5 de coupe du tarot des paysages intérieurs que j'avais tiré dans un de ces endroits, à une des chapelles à Notre-Dame, le long de la Dendre, la semaine passée. Pour moi, ces manifestations de Notre-Dame, c'est aussi des manifestations de l'esprit de la Dendre, de l'esprit de la rivière. En termes animistes, cette carte, elle m'invite aussi à aller près de ces lieux qui perdent. La Dendre, elle a perdu énormément. Je trouve que c'est qu'avec sa canalisation, peut-être, c'est ça, je sais pas, c'est une rivière qui est très puissante à certains endroits. À beaucoup d'endroits, j'ai pas la capacité d'entendre sa voix. Et le bassin versant peut m'aider si je vais en haut de la colline et qu'à un endroit où il y a une source qui probablement, tous ces petits ruisseaux vont se jeter dans la Dendre à un moment, je sens quelque chose de plus. Mais quand je suis près de la Dendre, je suis juste à côté d'une rivière canalisée, bref, je suis à côté d'un canal, quelque chose qui n'a plus ses zones humides, qui n'a plus les endroits où elle peut se déverser et qui ne pas. Je sais pas pourquoi je disais ça, parce qu'en fait, si, je sais pourquoi je disais ça, parce que j'étais frappée en voyant ces deux cartes-ci, où on a potentiellement des inondations qui sont représentées, à quel point elle peut aussi nous parler de ce qu'on perd au niveau de l'effondrement de notre climat, et aussi de plein de nos écosystèmes, qui n'est pas forcément une fin en soi, qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre qui existera plus jamais sur la Terre et tout, mais qui est quand même un effondrement et donc un moment de crise. Et on est sur une carte de 5 et on est sur un moment de crise. Et comment on fait de la place pour la tristesse? Et beaucoup de pansements sur des jambes de bois, en fait, nos réponses par rapport à l'ampleur de l'effondrement climatique. Et on est au milieu de la COP combien là? La COP 29, et on voit bien à quel point cette mascarade des politiques, des puissants, des riches est vraiment la mauvaise réponse par rapport à ce qui se produit, pour dire le moins. Mais voilà, enfin, il y aurait tellement de choses à dire. Et le chagrin et le deuil et la tristesse peuvent faire partie de ces choses-là. Alors là, quand j'ai vu le 5 de coupe du Fifth Spirit Tarot, qui est ma carte du jour, j'étais quand même intéressée par un truc. On a ces 3 coupes renversées ou cassées. Et puis on en a 2 qui sont remplies. Ce qui est intéressant là, sans commenter la maison qui est submergée par les flots, etc., c'est que par rapport à ces moments de tristesse ou de crise au niveau émotionnel, les coupes, le 5, on peut avoir de la junk food qui se présente à nous ici, avec, je sais pas moi, du coca ou une autre boisson pétillante. Et à chaque fois, je ne peux pas penser au 5 de coupe et à l'eau, pas juste au niveau métaphorique ou au niveau de l'élément et de ce que l'élément représente pour nous les humains, mais aussi au niveau de l'extractivisme, de la privatisation de l'eau et de l'impact. Et donc on sait bien que Pepsi, Coca, Nestlé, etc. font partie de ceux qui privatisent le plus l'eau, qui polluent le plus l'eau, etc., etc. Et donc c'est cet impact aussi de... Et c'est directement une réponse en fait par rapport aux inondations. C'est qu'est-ce que je peux déjà faire concrètement? Arrêter ou fortement diminuer. Bon. Donc là, on a de la junk food, malbouffe. Ok. Réaction qui peut être tout à fait une façon de gérer sa tristesse. Comfort food aussi. Là, on a
potentiellement une bouteille de vin, donc on va dire ça, alcool. Encore une fois, une façon de gérer la tristesse qui peut avoir des conséquences, voilà. Là, on a un café peut-être, j'aurais dit ça, une tasse de café, et du coup, ok, cette idée de se ramener de l'énergie, j'adore le café aussi, mais, et encore une fois, on pourrait réfléchir à l'impact environnemental de cet amour du café, mais bon. Ce côté, j'aurais dit plutôt ici, d'aller chercher à rester active, se speedifier un peu, histoire d'éviter la tristesse, ou bien juste d'y faire face parce qu'il y a plein de choses urgentes. Et puis là, on a les boissons qui sont des boissons plus nourrissantes. On a un thé ou une petite infusion, quelque chose qui peut nous permettre davantage, moi c'est l'infusion, je ne prends pas de thé, donc je vais dire un thé, d'être dans quelque chose où on soigne, on fait de la place, on nourrit cette ce chagrin, on l'écoute, on le berce, on le prend dans nos bras, on a l'eau aussi, on peut rappeler l'importance de s'hydrater tout simplement dans des moments où ça ne va pas. Et toutes ces boissons-là, elles sont en fait, elles n'assouvissent pas la soif, elles sont... le mot désaltérant, c'est évidemment pas ce que je veux dire, déshydratantes. Et donc là, on nous propose quelque chose qui va vraiment hydrater notre tristesse. Et donc prendre en compte le fait qu'on pleure, même si c'est pas au sens propre qu'on pleure, c'est mais ok, mais comment je nourris ça? Et donc on est moins dans le truc pop pop pop. Est-ce que tu as vu tes coupes qui sont à l'endroit? Allez, arrête de pleurer tes coupes qui sont renversées, mais c'est plus quelle va être notre réaction face à notre chagrin. Et j'ai présenté ça d'une façon binaire, en mode, ça c'est la bonne réaction, il faut se nourrir, il faut être dans quelque chose de plus nourricier, dans plus de soins, mais en même temps, quand on voit ici comment sont présentés les récipients, il n'y a pas forcément une hiérarchie entre eux. Il y a juste cette question de comment je réagis par rapport au chagrin. Je ne suis plus cohérente, et ça tombe bien parce que je vais y aller, et je continuerai la vidéo plus tard. Et voilà, je vous emmène en balade, finalement. C'est le 5 de coupe du Next World Tarot. La fontaine fait beaucoup trop de bruit pour filmer en même temps. C'est la fontaine du marché, ou la source du marché, ou la Marble, dans sa version restaurée néo-gothique et agrandie par rapport à la version gothique. Elle est alimentée par des sources qui descendent du haut de la colline. Voilà, de la Dendre est à une centaine de mètres, peut-être 150 en contrebas. C'est plus forcément comme ça ce que je voulais dire à la base dans la vidéo, surtout de toute façon elle n'est pas structurée, donc je pense que c'est pas grave de rebondir et de partir sur autre chose. Et une des choses que j'ai eu à l'esprit après avoir fini de filmer la vidéo ce matin, enfin fait ma pause ce matin, c'était que je me disais que le lien par rapport à ce que j'étais en train de dire, c'est l'importance du rituel, et je trouvais ça aussi intéressant avec l'illustration du 5 de coupe dans le Next World Tarot qui fait super fort référence à la mort. On est dans un cimetière, on voit une personne qui dépose des pierres sur une tombe, et donc on est dans cette importance par rapport à toutes les choses qui meurent ou qu'il faut laisser aller, que ce soit des personnes qui meurent, comme ce soit toutes ces petites choses dans nos vies, des choses même les plus anecdotiques, mais pour lesquelles c'est nécessaire d'acter la fin d'un cycle, et la perte, et parfois aussi la tristesse et le chagrin qui en découlent. Cette carte me semble mettre en avant l'importance de ritualiser, d'acter ce chagrin, et éventuellement il y a des personnes où il y a des courants psychanalytiques ou énergétiques ou quoi qui parlent du rituel comme d'un acte symbolique pour couper les liens en quelque sorte. Je suis pas sûre que je suis quelqu'un qui croit énormément dans l'importance de couper les liens, mais dans l'importance du rituel pour soigner les plaies, pour prendre soin de la tristesse, pour qu'elle trouve sa place. Et peut-être qu'elle ne déborde pas forcément, mais qu'elle coule d'une façon plus fluide, ou qu'elle cesse de couler, parce que parfois on ne peut pas passer notre life à chialer, quoi. les pleurs peuvent aussi cesser. Et j'ai franchement là pas du tout d'exemple de rituel intéressant ni rien, mais ça me paraissait intéressant de ramener cet élément aussi. Je pense que le 5 de coupe souvent fait il y a un chagrin et qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est aussi le moment de faire une parenthèse sur le prédictif.
c'est facile de choper, de piocher le 5 de coupe et de se faire « oh merde, il va se passer un truc, forcément c'est une référence au deuil et donc à la mort, donc je vais apprendre quelque chose ». Je peux pas vous dire jamais, je peux pas vous dire c'est impossible, ça n'arrivera pas, mais c'est pas du tout quelque chose d'habituel. Et moi, franchement, des cartes qui m'ont confrontée à la mort, à l'annonce de la mort d'une personne proche, et qu'après coup j'ai vu comme « ah ok, c'était ça le lien ». J'ai plein d'exemples en tête qui vont pas être la tour ou la mort, quoi, mais des cartes de fin de cycle, comme même le 10 de Pentacle, comme le monde suivi du fou, des choses comme ça. Et je veux dire, ça ne veut pas dire que si vous avez un jour cette combinaison, c'est prédictif, quelqu'un va mourir. Mais je veux dire, il y a plein d'exemples et je pense qu'il ne faut pas vraiment dramatiser, enfin, il ne faut absolument pas dramatiser le tarot, qu'il ne faut pas dramatiser le 5 de coupe. Souvent, comme plein des autres cartes qui parlent comme ça de choses difficiles, elles sont là pour faire... t'as regardé là le truc pour lequel t'es triste? Ou bien t'as checké là cette colère que t'as depuis 10 jours? Parce que derrière la colère, on se cache peut-être un deuil pas fait ou une tristesse que t'arrives pas à identifier ou que t'arrives pas à... Ouais, déjà, parce que c'est vraiment, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, hein, une émotion qui est difficile à identifier, à accepter. Et parfois cette carte, elle vient en mode... toi t'es triste, hein. Et qu'est-ce que tu fais avec ça, évidemment? Et donc de l'importance du rituel, de l'importance de simplement faire ok, c'est là. Et comme j'ai dit, moi dans mon cas, le rituel c'est souvent aller à côté d'un plan d'eau ou un cours d'eau et ritualiser, de formaliser ça. La carte dans le Next World que je vous ai montrée précédemment, j'avoue, je l'ai tirée pas mal l'année passée, quand mon chat qui est mort entre temps commençait à donner quand même des signes de... ça déclinait. Et c'est vrai que ça m'a permis de me préparer au fait que c'était la fin. Et donc de me dire, ok, il y a vraiment une tristesse dans l'état de dièse à ce moment. Et ça me provoque quelque chose, ça me chagrine. Et cette représentation, et c'est pas le 5 de coupe dans ce cas-là, c'était aussi la représentation d'un cimetière avec le 5 de coupe, ce qui apparaît sur très peu de jeux. Moi, je pense là que au Next World Tarot dans ma collection, dans tous les jeux que j'ai déjà eu aussi, qui sont plus dans ma collection. Mais ça m'a confrontée à quelque chose, du coup je me suis dépêchée quand même d'aller chez la Veto pour faire le bilan. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on lui a diagnostiqué son lymphome, et donc elle en avait plus pour très très longtemps. Et ça m'a permis de faire la place aussi pour déjà lui dire au revoir pour les derniers mois qu'elle avait à vivre. Je pense que ça m'a aidé dans ce processus, mais pas dans le sens où c'est prédictif, mais dans le sens il y a des choses, et dans ce cas-là il y a des proches, il y a des animaux proches qui sont dans la dernière phase de leur vie, et qu'est-ce que tu peux faire pour préparer sa transition? C'est un peu ça. Je vous dis ça, mais en même temps, je pense que c'est voilà, c'est important de prendre du recul en fait quand on a cette carte et de ne pas l'avoir en mode prédictif. Voilà, ce chat était malade et était âgé et allait mourir à un moment, mais ça m'a surtout permis de l'accompagner et d'accompagner mon amoureuse, parce que c'est le chat de mon amoureuse à la base, et de préparer sa mort. Parce que ça, c'était un truc qui était chouette, entre guillemets, avec la mort de Dièse par rapport à d'autres chats, c'est qu'on a pu se demander. Ben, cette fois-ci, on peut récupérer le corps et on peut l'enterrer. À quel moment on va mettre les limites pour la faire piquer. Et c'était chouette aussi, même s'il y a toujours des moments où on se demande si c'était le bon moment et tout, mais de pouvoir lui donner une fin digne. Mais là, c'est vraiment une parenthèse personnelle et c'est pas du tout une grande leçon à tirer sur le sens de la carte. Le paysage d'automne et les feuilles mortes, évidemment, parce que ça fait sens avec le thème du jour. Je sais que mon téléphone ne fait pas justice aux couleurs des arbres en général, mais c'est beau, ce paysage d'automne au sommet de la vieille montagne en montant le mur de Grammont.
Moi, personnellement, je filme cette vidéo et je tire cette carte du jour, 2 jours après avoir pris la mort du chien, Tina, le chien de ma sœur, que vous avez peut-être déjà rencontré dans des vidéos ici, Sacré Tina. C'était vraiment un chouette chien et on ne s'attendait pas à sa mort. Et j'avais déjà le 5 de coupe en tête parce que je pensais faire cette vidéo depuis plusieurs jours quand j'ai appris ça. J'y pensais déjà pas mal ce jour-là. En ayant cette carte en tête et en réfléchissant à cette carte, aujourd'hui pour moi, l'avoir, alors que ça commence à tomber l'information, la mort de ce chien que j'ai adoré pendant beaucoup d'années. Et là, ce qui me vient comme idée, c'est pouvoir juste me poser avec mon chagrin. Et pour moi, monter le Oudenberg, monter le mur de Grammont et me poser à la vieille montagne, peut-être aller prier un peu, probablement faire une offrande dans cet étang qui ne s'assèche jamais parce qu'il est nourri par les sources du Oudenberg. Ça va faire partie de ce rituel. Peut-être je vais écrire un peu, mais sinon, se sentir vide et juste triste et désemparé, c'est aussi bien dans ces moments-là de pouvoir, pour moi, juste prendre le temps de le ressentir. Et si j'avais continué ma vie normalement, peut-être j'aurais moins trouvé un moyen d'intégrer ça. Et pour moi, là, aujourd'hui, la balade, c'est intégrer le choc et la tristesse de la mort de Tina et la tristesse aussi que je ressens pour ma petite sœur chérie. C'est vrai que je pense beaucoup à ça. Faire la place pour le chagrin, mais je pense pas que je puisse dire quand même des grandes généralités là-dessus parce que c'est quelque chose de très différent pour tout le monde et je voudrais pas qu'on en vienne à trop normaliser ce genre de choses, quoi. C'est quoi notre façon de faire deuil ou de pas faire deuil, mais juste ou d'accueillir les défunts, l'âme des défunts, comme ancêtre parmi nous, je sais pas, en tout cas on est là sur la vieille montagne et de par son nom, cette vieillesse, Oudenberg, ça me fait directement penser au fait que c'est une butte ancestrale. C'est une butte témoin, donc elle est témoin d'un moment où la mer a recouvré nos régions et que son niveau a oscillé ici pendant plusieurs millions d'années. Elle a une très forte présence pour moi de colline ancestrale. Elle a eu son ermite en son temps, raconte-t-on. Il y a plusieurs cartes qui peuvent nous parler des ancêtres. Le 6 de coupe, parfois plus clairement, mais je trouve que là, ça va vraiment dépendre de ce qui a été représenté sur la carte. Sur certaines, c'est plus présent sur le 5 de coupe, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le Next World Tarot. Dans le cas présent, confronté à la mort de Tina, ça m'invite à repenser mes dévotions et toutes mes formes d'hommage aux ancêtres. C'est pas un hasard si on est dans la période de Samhain, de la Toussaint, et qu'en plus c'est une carte du Scorpion, donc de la saison astrologique qui correspond aussi à cette période-ci, à ce mois qu'on consacre souvent, traditionnellement, en Europe de l'Ouest, en tout cas, à nos dévotions ou juste commémoration aux morts. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai longtemps intégré mes chiens dans ce que je considérais être mes ancêtres, mais je pense que c'était moins présent ces dernières années et que là, ça va m'inviter à réfléchir différemment à ça. Peut-être à changer un peu, à préparer quelque chose sur mon autel. Je sais pas, mais voilà, présentement en tout cas, le 5 de coupe me pose aussi la question des ancêtres parce que c'est la question qui se pose là au moment où je filme et ce serait pas forcément quelque chose que je vous aurais dit si j'avais tourné cette vidéo il y a 2 mois ou 3 mois. C'est ça aussi qui fait partie des cheminements avec les cartes. Et il y a 2 ans, j'aurais ramené des problématiques très différentes. J'aurais plutôt parlé de la perte du statut de certaines relations. En ce moment, le 5 de coupe vient quand même parfois dans mes tirages aussi en mode... qu'Atou ne soit pas trop dans le déni par rapport à certaines amitiés qui se sont terminées, qui en fait te manquent et qui ont compté. Acte ça quand même, ça sert à rien. Ça ne t'est pas utile de faire comme si tout allait bien. Peut-être ça va, mais il y a quand même aussi quelque chose à peut-être ritualiser ou un hommage à faire ou une gratitude à maintenir aussi par rapport à ce qui a été de ces relations-là. Et souvent, ouais, pour moi, c'est aussi... Ouais, j'ai voulu entamer tel truc, et puis comme d'habitude, mon esprit est parti ailleurs, l'inspiration m'a mené ailleurs, et je pense que ça va être composté, toute l'énergie que j'ai mis dans tel ou tel projet, tel truc que j'avais envie d'écrire, telle série de vidéos ou quoi. Mais je peux quand même avoir de la place pour pleurer, littéralement je suis une grosse chialeuse, pour pleurer
la forme que j'avais envisagée, qui n'est plus... Et souvent, on a des récipients cassés sur le 5 de coupe, et ça me fait penser à ça. Oui, il y a quelque chose qui est rentré dans une certaine structure, dans une certaine forme, dans un certain récipient, et ce récipient-là va plus tenir ça, donc le contenu s'en va. C'est là qu'on est content d'avoir 2 récipients à côté en bon état pour récupérer peut-être ce qui peut l'être, et peut-être que le reste va rejoindre ici... Le bassin versant de la Dendre qui passe là-bas derrière. Je me fais rire avec mes métaphores. C'est trop long hein, comme vidéo, on est d'accord. Ok, bon, on monte le Oudenberg, on monte là. Et je vais vous parler de Mars en Scorpion, enfin du deuxième décan du Scorpion qui est gouverné par Mars et qui est associé à cette carte. Go. Je dois noter ici que ça c'est fort lié à ma pratique animiste du tarot aussi, d'associer des cartes à des lieux, à des types de rituels, à des types de messages du territoire. C'est vrai que le 5 de coupe n'est pas de base une carte que je vais foncièrement associer. Ici au Oudenberg, j'en ai plein que j'associe au Oudenberg. Ça va pas être forcément celle-là, mais là en l'occurrence, par rapport à la présence de ce lieu et surtout à la Dendre et à ce bassin versant et le lien à la mer, de par l'histoire de la colline elle-même, hein, mais aussi de par le fait que tout ce qui coule d'ici vers la Dendre coule ensuite vers l'Escaut, coule ensuite vers la mer du Nord. Ça, donc on a dit Mars en Scorpion, l'association de cette carte. Bon, soit Mars en Scorpion comme on fait souvent dans les astro, tarot, correspondances contemporaines, soit le deuxième décan du Scorpion qui est associé à Mars. Comme je vous l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, attention, mes associations astrologiques, celles-ci sont plutôt traditionnelles, c'est pas les miennes, mais les associations astrologiques des cartes ne sont pas, je vous en parle pas en mode c'est indispensable pour le tarot de me mêler à l'astrologie, d'avoir une vision occultiste, mais juste parce que je trouve ça intéressant. Déjà, je dois dire que ce que je trouve fort intéressant, c'est que ça fait partie de cette séquence de cartes, comme on l'a déjà dit, 4, 5, 6 de coupe qui sont associées au signe fixe de coupe et donc au Scorpion. Et en particulier pour celle-ci, je trouve ça intéressant parce que le Scorpion, c'est aussi c'est l'intensité, c'est la capacité d'aller dans les profondeurs, parfois de se retirer dans les profondeurs, et c'est souvent une réaction qu'on peut avoir avec notre tristesse. Et Mars gouverne le signe du Scorpion, en tout cas en astrologie traditionnelle, moins en astrologie moderne, on va plutôt l'associer à Pluton. Donc je travaille plutôt avec l'astrologie traditionnelle quand je l'utilise. Donc Mars gouverne le Scorpion, et donc Mars en Scorpion, c'est aussi vraiment toute l'expression de cette capacité à aller profondément, à aller dans les non-dits, à cultiver le non-dit parfois, et parfois juste à aller creuser, à aller chercher les secrets, à les extraire, à les digérer, à les faire parler. J'ai mon Mars en Scorpion, je ne parlerai pas de la colère, mais évidemment ça en fait partie. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on ne voit pas souvent sur cette carte qui est représentée avec beaucoup de tristesse, mais je trouve que c'est des émotions qui peuvent souvent se catapulter et que l'une peut masquer l'autre. Peut-être dans les deux sens. Peut-être. Je ne sais pas, faudrait que je réfléchisse à la question. Ah, ok. Bon, vous avez compris qu'avec mon CED, tenir mon téléphone n'était pas la chose la plus fun que j'étais capable de faire. En fait, l'intensité, ça fait souvent de nous des chelous. Les gens se disent, ouais, what? Mais c'est vrai que le 5 de coupe, ça nous permet aussi d'embrasser ou d'inviter pour l'occasion de passer du temps avec les parties de nous qui ressentent les choses intensément, qui ressentent intensément, qui expriment parfois ce qu'elles ressentent de façon intense et de façon pas conventionnelle. J'ai des exemples en tête, je n'ai pas forcément envie de les donner, mais oui, peut-être que ça c'est un truc intéressant aussi. Et justement, c'est peut-être ça que j'essaie de déconstruire aussi au début de la vidéo en disant attention à la notion de deuil, parce que souvent justement c'est quelque chose... Maintenant, hein, en 2024, il y a beaucoup de choses très psychologisantes sur la notion de deuil et comment il faudrait faire son deuil et comment sont les étapes du deuil et tout ça. Et je trouve que cette carte étant la carte de Mars en Scorpion, d'autant plus nous invite à justement voir toutes les façons pas du tout conventionnelles, pas du tout normales de faire face à notre tristesse, à ce qui nous chagrine et à la perte. Les regrets.
Je pense qu'il pourrait y avoir moyen de lier cette carte au regret. Je crois l'avoir déjà vue. Et je dirais pas que c'est une carte que je lirais comme une carte de regret. Ça pourrait être une option, mais ça se discute. Ça se discute parce que dans le regret n'est pas tellement de l'ordre des coupes, des émotions, de tout ce qu'on ressent. Je vais utiliser mes mots-clés pour les coupes, encore une fois, défaut d'être très inspiré. Sinon, vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'as de coupe où je reprends plus de réflexion sur l'élément haut et donc les coupes. Pour moi, le regret, c'est plus du mental, c'est plus cérébral. Mais donc, c'est plus quelque chose qu'on peut associer à des cartes d'épée. C'est moins du ressenti, c'est plus du ressenti traduit en pensée et en ressassement de pensée et en focalisation parfois, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus ressenti dans le 5 de coupe. Et donc c'est ça le problème, le côté ineffable des coupes qui fait que parfois j'ai du mal à mettre en mots ce que j'ai envie de dire sur chacune des cartes, ce qui donne des vidéos très très longues ici en l'occurrence. Et, aucune carte existe dans l'absolu, elle existe aussi dans l'interaction avec les 77 autres cartes du tarot. Et donc, dans ces cas-là, j'imagine que les regrets peuvent apparaître. Et puis, c'est juste une interprétation très personnelle, là, pour le coup, de vous dire « Ouais, en fait, le regret, pour moi, c'est surtout du mental, parce que, je sais pas, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. » Comme c'est pas facile d'accéder parfois à ces émotions, il y a des émotions aussi fortes que la tristesse. D'ailleurs, le deuil est aussi une forme d'intellectualisation de la tristesse, non? Un peu, non? Parfois, on a besoin de cartes qui viennent faire l'intermédiaire entre nous et le 5 de coupe pour pouvoir l'approcher et avoir des conseils. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu monter parce que j'étais en haut en train de filmer. Bah, je vais arrêter, céder ma place. Quand je pense aux tisanes nourrissantes par rapport à ce qu'on traverse en général avec le 5 de coupe, l'aubépine me paraît être on ne peut plus approprié. La fortifiante du cœur. Pour continuer en mode vlog, je dirais que d'être de retour à Grammont, là, presque un mois après le déménagement, bon, c'est pas la première fois que je reviens. Rouge-gorge, arrête de me faire peur comme ça, t'exagères, j'ai cru que c'était un loup. Ça me rappelle que non seulement une partie de mon travail de deuil, de tristesse et couleur autour du déménagement et de devoir quitter la ville et de quitter un endroit, un quartier que j'aimais beaucoup malgré toutes les conditions de précarité. Entre parenthèses, nos voisins se font virer en 6 semaines là maintenant, juste pour l'hiver. Donc ouf qu'on est parti à temps. Mais là, d'être là avec le 5 de coupe et de conscientiser plein de choses autour du 5 de coupe ici. Je suis en train... il y a de l'aubépine. Ouais, il y a de l'aubépine ici. Et ceci dit, ça descend bien. Alors c'est pas facile quand ça glisse. Je préfère avoir mes mains ailleurs pour mon équilibre. Donc je ne vais pas essayer de tenir le téléphone vers ma tête. Mais oui, ça me fait dire aussi que c'est ok de pleurer les collaborations, les co-créations en cours avec le territoire. Parce que je sais que ça prendra d'autres formes, d'autres récipients, comme on disait avec le 5 de coupe, mais j'avais quand même des visions précises de ce dans quoi je pourrais mettre certaines choses sur lesquelles on travaillait. Et ça s'inscrivait dans un projet dévotionnel, etc. Et devoir se dire, bah, ça va aller dans un autre récipient et ça ne sera pas, c'est pas la même taille de récipient. Je crois que c'est quelque chose que j'ai bien aimé sur certaines cartes du 5 de coupe que j'ai passé en revue ici pour préparer cette vidéo. Parce que, ouais, en fait, ça me fait conscientiser, c'est quand même pas facile. Je sais que c'était une nécessité et que c'est pas grave, que c'est pas trop horrible, que ça doit avoir lieu, mais voilà, le 5 de coupe me permet aussi de voir certains des points de tristesse qui sont là. Genre, ok, c'est inévitable, c'est un cycle qui se termine, c'est pas grave, c'est pas
c'est pas du gaspillage parce que ça va se traduire dans d'autres projets. De toute façon, tout ce travail dévotionnel n'est jamais du gaspillage. Je veux dire, prêter attention et être à l'écoute et être en conversation avec un territoire et ses esprits et ses déités, etc. C'est pas du gâchis. Mais oui, c'est vrai que la présence du 5 de coupe ici me rappelle, ça me provoque quand même une petite boule au ventre, une petite... Genre, j'ai pas les larmes aux yeux, mais presque ça picote. Comme quoi, vraiment prêter attention au 5 de coupe et à tout ce vers quoi il peut vouloir nous renvoyer, ça peut être aussi fort important parfois et nous mener vers de l'inattendu. Et c'est ça aussi un des intérêts, je pense, de ce genre de démarche. De prêter attention aux cartes dans une façon pas forcément prédictive, mais ça nous fait porter attention à des parts de nous, des parties de notre cheminement ou de nos relations, quoi, à côté desquelles on passe, où on croit tout savoir, mais on ne sait pas tout. C'est l'intérêt du tarot en général, bien sûr, mais là, c'est ce qui me permet cet exercice ici d'avoir finalement passé en mode vlog, ce tarot carte par carte, oui, c'est un peu inattendu. C'est vrai. Ça me permet aussi de montrer ça, quoi, le cheminement qu'on peut faire avec toutes les... Je ne sais plus finir une phrase, je perds le fil tout le temps. Je vais me concentrer sur ma descente. Je crois que c'est tout pour moi. C'est ce que j'avais envie de dire sur le 5 de coupe aujourd'hui. C'est très informé, très influencé par les événements du moment. C'est probablement, mais tellement pas ce que j'aurais dit sur cette carte. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, probablement toute autre chose j'aurais dit si j'avais filmé ça un tout petit peu plus tard. Mais voilà où on en est, c'était long et j'espère que vous avez quand même pu en retirer quelque chose de tout ce blabla, les gros bidous. J'essaie de trouver, genre, c'est pas mal ce petit fond de chapelle pour clôturer. Je me sens très mise en valeur. J'ai quand même mis mon chapeau de deuil pour filmer aujourd'hui. À bientôt avec le 6 de coupe. J'ai vraiment envie de finir ma série des coupes avant la fin de l'année. C'était un de mes projets et puis ça a été complètement mis en pause, mais je pense qu'il y a moyen. Salut!